Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer le clone de Google, c'est-à-dire recréer la page de Google en HTML et CSS. Donc c'est un tutoriel assez simple mais sympa à faire pour les débutants surtout. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Donc on a une page qui ressemble à peu près à la page de Google. Donc ici par exemple on a une sorte de barre de navigation avec différents liens, une icône avec le logo de Google, la barre de recherche avec un petit effet lorsque je place mon curseur au-dessus et lorsque je clique dessus, et avec les deux boutons, les deux fameux boutons où personne ne clique, mais bon, c'est toujours sympa de les avoir. Alors avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder et à ma chaîne YouTube. Et bien sur ce compte Instagram, je vais tout simplement publier régulièrement des astuces, des conseils et des tutoriels à propos du développement web. Donc vous voyez ici, j'ai déjà 88 publications, donc vous avez de quoi en faire. Et également, donc, je publie quotidiennement en story des quiz à propos du développement web pour vous entraîner. Donc commençons le tutoriel. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà, pourquoi pas, de créer un fichier HTML et un fichier CSS. Donc dans le fichier HTML, j'ai juste mis un template et j'ai lié mon fichier CSS comme d'habitude. Dans le fichier CSS, en fait, j'ai juste importé la police qu'on va utiliser, vu que par défaut, en fait, tout simplement, votre navigateur génère une police dégueulasse, notamment du sans sérif. Et bien, en fait, moi, j'ai décidé de modifier cette police en utilisant la police Arimo, qui est une police de Google Fonts. Donc, je vais juste vous la présenter. Donc, vous tapez Google Fonts sur Google, donc c'est tout simplement la bibliothèque de police de Google, et vous cliquez sur le premier lien, et en fait ici vous allez pouvoir sélectionner une police. Donc par exemple vous avez le choix entre plusieurs polices ici, mais par exemple ici vous avez la possibilité de rechercher une police. Donc, par exemple ici je recherche la police Arimo, et comme vous pouvez le voir ici, on a bien ma police. Je clique dessus. Bon, par exemple je vais sélectionner le Regular 400. Je clique sur Select, j'importe, et là regardez, on a le style, donc l'import en CSS qui a été généré, que j'ai collé juste dans mon fichier CSS. Et dans ma balise body, donc dans le corps de ma page, j'ai tout simplement mis la propriété font family pour utiliser en fait la police Arimo. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Alors bien évidemment, le code de ce tutoriel se trouve dans la description. Alors maintenant, dans notre fichier HTML, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien tout simplement, pourquoi pas créer notre header, c'est-à-dire la petite barre de navigation. C'est pas vraiment une barre de navigation, mais c'est plutôt un header, donc je vais appeler ça un header, qui stocke en fait différents liens avec votre compte et les petits points qui se trouvent ici. Alors pour cela, c'est très simple, on va venir se rendre dans la balise body et on va créer donc la balise header. Et donc à l'intérieur, eh bien tout simplement, pourquoi pas déjà créer nos liens. Donc pour cela, en fait, je vais créer une partie, donc une boîte qui va venir stocker les deux liens, c'est-à-dire les deux liens qui se trouvent à gauche en fait de notre header, et tous ces liens, donc tous ces onglets si vous voulez, qui se trouvent à droite de notre barre de navigation. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, par exemple, je vais créer une partie, donc une boîte, une div en HTML, que je vais appeler left, et cette boîte va en fait stocker les deux liens. Donc là, je vais créer deux liens. Donc vous pouvez bien évidemment créer de vrais liens en mettant un href avec un pointage direct vers une URL. Mais moi, eh bien, par exemple, ici, je vais mettre juste des paragraphes. Donc je vais créer mes deux petits liens. Et ensuite, pourquoi pas écrire à l'intérieur about et store. Alors ici, j'utilise de l'anglais puisque mon projet CodePen est en anglais pour que, bien évidemment, des anglais, des anglophones puissent aller voir cette page s'ils veulent. Donc ici, je mets about et store. Donc là, on a bien nos deux liens qui s'affichent. Et pourquoi pas créer donc une autre div, une autre boîte, right, cette fois-ci pour la partie droite de la barre de navigation. Donc je vais venir faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais écrire par exemple Gmail. Et ensuite, par exemple ici, image. Voilà. Donc si j'actualise, on a bien nos textes qui s'affichent. Alors ensuite, en fait, ici, pour donc, nos petits points, en fait, ici, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais ce que j'ai juste fait, c'est d'aller sur Google. Donc, voilà, donc, je suis sur le site de Google.
Donc là, normalement, si vous êtes sur Chrome, et ben, ça tombe sur Google automatiquement. Et ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai inspecté la page et j'ai juste en fait récupéré l'SVG qui correspond en fait à ces points. Donc j'ai juste copié le code en fait, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, donc voilà, ça, en fait, là j'ai juste créé un fichier où j'ai juste collé le code de Google. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le code et je l'ai collé donc à l'intérieur en fait de mon fichier HTML. Donc si j'actualise ma page, on a bien nos points ici, comme vous pouvez le voir. En fait, on a notre icône qui s'affiche. C'est pas une icône, mais c'est en fait du SVG, c'est-à-dire de l'image sans perte de qualité, si vous voulez. Donc c'est pas vraiment ça. Si vous voulez en savoir plus sur les SVG, je vous invite à aller sur Google. Donc ici c'est du scalable vector graphique. C'est un format de données. Voilà, c'est un format de données. Contrairement à une image qui perd de la qualité, les SVG ne perdent pas de qualité. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à vous d'aller voir tout ce qui est documentation, etc. Donc là, j'ai récupéré un SVG, l'SVG de Google en question. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est déjà, pourquoi pas, de mettre l'icône ici. Alors, je me suis trompé de page, excusez-moi. Donc l'icône d'utilisateur qui se trouve ici. Alors bien évidemment, vous pouvez par exemple mettre votre image de compte, donc votre photo de profil de Google. Mais bon, moi ici, j'ai préféré mettre une icône. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est de créer donc un paragraphe et à l'intérieur, je vais juste en fait coller l'icône. Alors cette icône, attention, elle vient de la bibliothèque Font Awesome. La bibliothèque Font Awesome, qui est une bibliothèque très connue d'icônes. Donc voilà, vous tapez Font Awesome sur Google, vous cliquez sur le premier lien, et donc normalement, ici, vous devrez tomber sur cette page. Alors ici, vous avez la possibilité de télécharger l'icône. Alors ici, vous allez tomber sur cette page, vous cliquez sur Download et ensuite vous allez arriver sur notre page, etc. Et c'est à vous de télécharger votre bibliothèque. Mais moi, ce que vous pouvez faire également, en fait, c'est d'importer directement, tout simplement le lien, pas le lien, mais le fichier CSS qui se trouve sur le net. Donc en fait, ils sont gentils, Font Awesome, ils ont hébergé leur fichier CSS sur leur serveur. Et directement, en fait, ce qu'on peut faire, c'est comme quand on essaie d'accéder à un fichier CSS, par exemple un fichier style.css, au lieu d'écrire style.css, vous redirigez en fait vers le lien du fichier CSS de Font Awesome. Donc par exemple ici, moi j'ai déjà récupéré le lien. Donc je colle par exemple sur mon navigateur et ici regardez, on a tout notre fichier CSS qui est hébergé directement sur le serveur de Font Awesome. C'est pour ça qu'on peut y accéder directement via cette URL. Donc justement, ce que vous pouvez faire, c'est de créer en fait un autre lien, un autre link en HTML. Voilà. En fait, vous faites exactement comme pour le fichier CSS style.css, mais cette fois-ci, vous collez l'URL. Donc si j'actualise, bien évidemment, rien ne se passe. Mais maintenant, si je veux par exemple aller sur la bibliothèque Font Awesome et rechercher l'icône user, voilà, donc je recherche l'icône user. Par exemple ici, alors ça charge, par exemple ici, je peux sélectionner une icône qui m'intéresse. Bon, ici, aucune icône ne m'intéresse, donc je vais juste prendre par exemple la première icône qui se trouve ici. Ce que vous pouvez faire, c'est de copier directement le code HTML généré, donc vous cliquez dessus, vous le collez donc entre la balise P, et donc si j'actualise ma page, regardez, on a notre icône juste ici, tout en bas de notre page, en dessous de notre SVG, qui s'affiche correctement. Alors moi, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'icône qui m'intéresse, donc je vais aller dans mon projet final, et ce que je vais faire, c'est juste récupérer l'icône en question. Donc je vais dans mon code HTML et je récupère donc l'icône en question. Alors ensuite, je vais coller dans mon fichier HTML ici, voilà. Et normalement, ici, donc si j'actualise ma page, on a notre icône qui s'affiche. Alors ce que je vais faire aussi, c'est d'attribuer une classe à ce paragraphe, à cette icône. Alors cette icône aura pour classe user. Donc user, vous allez voir pourquoi en fait, on va pouvoir en fait dans notre fichier CSS par la suite modifier cette icône qui a pour classe user.
C'est pour ça qu'on attribue une classe. Alors, une fois qu'on a terminé avec notre header, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier notre style CSS. Au niveau de notre style.css, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà d'enlever les marges de notre body. Parce qu'ici, si vous regardez bien dans votre projet, eh bien vous avez des marges générées automatiquement au niveau de votre body. Donc pour enlever ces marges, il suffit de faire un margin 0 et padding 0. Donc si vous actualisez, on n'a plus nos marges qui s'affichent. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de la partie header. Donc pour cela, je vais créer une autre partie header dans mon fichier CSS, donc fin de la partie header. Donc à l'intérieur de cette partie, eh bien, ce que je vais faire, c'est de tout simplement utiliser notre balise header. Et dans notre balise header, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déjà aligner nos éléments. Pour cela, je mets un display flex, donc j'utilise des flexbox. Et maintenant, nos éléments sont alignés. Nos deux divs, donc notre div left et notre div right. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est de mettre un espace entre les deux boîtes. Donc pour cela, eh bien, je vais mettre un justify content à space between. Donc si j'actualise ma page, on a bien un espace entre les deux divs de notre barre de navigation. Pas de notre barre de navigation, mais de notre header. Alors pourquoi pas ensuite mettre un flex wrap à wrap pour en fait, alors j'ai fait une faute de frappe. Alors vous mettez flex wrap à wrap pour en fait, lorsque la résolution par exemple ne nous permet pas d'aligner les éléments, et bien les éléments vont s'empiler. Par exemple, si j'utilise un format mobile, ici en fait, alors ici ça ne se voit pas vu que tout s'aligne correctement, donc notre résolution permet d'aligner tous nos éléments, mais ensuite en fait, lorsqu'on va venir aligner tous nos éléments en ligne, donc les éléments de notre div right et de div left, et bien tout simplement, lorsque tout simplement les éléments ne vont pas rentrer dans notre header, et bien ils vont s'empiler. Bref, donc ensuite, ce qu'on va venir faire, enfin, c'est de mettre un margin de 10 pixels, c'est-à-dire une marge extérieure de 10 pixels en haut et en bas, et de 20 pixels sur les côtés droit et gauche. Donc si j'actualise, on a bien nos marges qui s'appliquent. Alors, on a terminé avec la balise brute header, mais maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous intéresser aux différents côtés de notre header. Notamment le côté gauche, donc notre boîte left. Ce qu'on va venir faire, c'est de mettre un display flex, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir aligner donc, nos liens qui se trouvent au niveau de la div left. Donc là, on a bien nos liens qui sont alignés. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de mettre un flex wrap à wrap. Alors bien évidemment, ici vous pouvez enlever vos flex wrap à wrap parce qu'on va pas trop s'attarder sur le responsive design dans ce tutoriel. Alors moi, je préfère les laisser pour que vous sachiez à quoi ça sert. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de m'intéresser cette fois-ci au header P, c'est-à-dire tout simplement toutes les balises P, donc tous les liens qui se trouvent à l'intérieur de notre header. Ce que je vais venir faire, c'est de mettre un margin right de 10 pixels pour en fait mettre une marge extérieure de 10 pixels au niveau de tous nos liens pour avoir en fait cet effet d'espacement entre chaque lien. Alors ici, on ne voit pas encore l'effet au niveau de notre div right, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore alignés. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce que je vais venir faire, c'est de mettre un header right. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est de mettre comme au left un display flex et un flex wrap à wrap. Alors bien évidemment, vous pouvez en fait rassembler votre header right et header left en un seul bloc. Alors pour cela, il vous suffit de couper ça et de mettre tout simplement une virgule après left et de coller en fait votre header right. Comme ça, en fait, au niveau de votre header left et de votre header right, vous aurez les mêmes propriétés. Donc là, maintenant, je peux enlever le code que j'ai mis tout à l'heure. Donc si j'actualise, on a bien tout qui s'affiche correctement. Alors ce que je vais faire aussi, c'est pourquoi pas de modifier en fait la couleur de nos liens, des onglets si vous voulez de notre header. Pour cela, j'utilise la propriété color. Et ce que je vais faire, c'est d'utiliser par exemple du gris. Donc 78, 78, 78. Donc si j'actualise, on a bien la couleur qui est modifiée. Alors ça, c'est du code hexadécimal.
Alors ensuite, pourquoi pas mettre un curseur pointeur. Le curseur pointeur va en fait nous permettre de modifier le curseur de l'utilisateur lorsqu'il se place au-dessus de nos onglets, de notre texte. Donc dans ce cas, notre curseur se modifie en un pointeur. Alors ensuite, pourquoi pas mettre un effet de colorisation lorsqu'on place en fait notre curseur au-dessus de chaque élément. Donc par exemple, pourquoi pas modifier la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est redéclarer en fait header P, donc tous les éléments P de notre header. Et ce que je vais faire, c'est d'utiliser la pseudo-classe over qui va indiquer à l'utilisateur d'appliquer les propriétés à l'intérieur des accolades lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de l'élément. Dans notre cas, par exemple, je vais mettre une couleur noire. Donc si j'actualise, si je place maintenant mon curseur au-dessus de chaque onglet, on a bien notre couleur noire qui apparaît. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier notre SVG. Parce qu'ici, notre SVG, il ne s'affiche pas. Tout à l'heure, il s'est bien affiché en très grand. Mais maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de l'afficher au niveau de notre header. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'apparaît pas encore. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer notre header write SVG. Parce que rappelez-vous, notre SVG se trouve à l'intérieur de la div write. Donc du côté droit de notre header. Et bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre une hauteur et une largeur. Donc, par exemple, je vais mettre une hauteur de 30 pixels et une largeur de 30 pixels, c'est-à-dire un carré. Donc si j'actualise ma page, on a bien notre SVG qui s'affiche maintenant avec 30 pixels de dimension. Alors maintenant, pourquoi pas le descendre au niveau de chaque onglet. Pour cela, bien ce que je vais faire, c'est de mettre un margin top de 10 pixels. Donc si j'actualise, il est bien descendu. Alors ensuite, je vais mettre un margin right de 10 pixels également pour en fait mettre un espace entre le SVG et l'icône de l'utilisateur. Alors une fois qu'on a fait ça, pourquoi pas mettre pareil un curseur pointeur pour en fait pouvoir modifier le curseur de l'utilisateur en un pointeur lorsqu'il se place au-dessus du SVG. Alors, une fois terminé avec notre SVG, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de cette fois-ci notre icône user. Donc, notre icône user, rappelez-vous, c'est un paragraphe, en fait, c'est une balise P qui se trouve à l'intérieur de notre write, de notre boîte write. Et en fait, elle possède la classe user. C'est pour ça qu'on met un point user après notre balise P. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est d'appliquer quelques propriétés, notamment une font size. Donc, modifier la taille du texte à 30 pixels. Donc, si j'actualise ma page, on a bien la taille qui s'est modifiée en 30 pixels. Ensuite, pourquoi pas appliquer un margin top de 10 pixels afin de remonter notre icône au niveau des onglets. Voilà. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est de modifier la couleur. Donc, par exemple, je vais appliquer une couleur hexadécimale à 59, 59, 59. Donc voilà, si j'actualise, on a bien la couleur qui est modifiée. Alors voilà, on a terminé avec notre première partie, c'est-à-dire notre header. Comme vous pouvez le voir, il s'affiche correctement. On a bien notre header qui ressemble à peu près à celui de Google. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de la partie principale, c'est-à-dire avec l'image et l'input, la petite icône de micro au niveau de notre input, avec notre effet au niveau de notre input et nos boutons. Alors pour cela, dans notre fichier CSS, je vais créer une nouvelle partie que je vais appeler partie principale. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est donc de refermer cette partie, donc fin de la partie principale. Voilà. Alors maintenant, dans notre fichier HTML, ce qu'on va venir faire, c'est de sortir de notre header, vu qu'on n'est plus dans notre header, mais on est maintenant dans une nouvelle partie. Et ce que je vais faire, c'est pourquoi pas de créer une nouvelle section. Donc cette section, par exemple, je vais l'appeler main pour principal. Alors maintenant, à l'intérieur de cette section, je vais afficher l'image. Donc l'image, la source de l'image, il suffit juste de la copier, copier son adresse. Ici, donc je vous fais clic droit, copier l'adresse de l'image. Et en fait, je la colle à l'intérieur de notre attribut src. Donc si j'actualise ma page, on a bien l'image qui s'affiche. Alors ensuite, je vais m'occuper maintenant de notre input et du logo, de la petite icône de micro en fait au-dessus de notre input. Pour cela, en fait, je vais créer une nouvelle div, une nouvelle boîte à l'intérieur de notre section principale.
Et ce que je vais faire, c'est de l'appeler par exemple form group. Donc pour le regroupement, on va dire, du formulaire. Et à l'intérieur, eh bien, je vais mettre notre input. Donc cet input sera de type texte. Et pour l'instant, on ne va pas mettre d'id et de name. Et ce qu'on va venir faire, eh bien, c'est tout simplement, en dessous de cet input, de mettre un label. Le label va tout simplement en fait correspondre au micro, à l'icône du micro. Et bien pour cela, ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller dans la bibliothèque FontAwesome et de chercher l'icône mic, en anglais micro. Donc si je recherche micro sur FontAwesome, ici on aura plein d'icônes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc je clique sur cette icône et ce que je vais faire, c'est donc de copier le code HTML généré. Donc, je le colle au niveau de notre label et si j'actualise, on a bien l'icône qui s'affiche. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est donc de styliser tout ça au niveau de notre fichier CSS. Donc pour cela, eh bien, ce que je vais faire, c'est donc de pourquoi pas déjà modifier notre main, donc notre section principale. Alors ce que je vais faire, c'est de centrer cette section. Pour cela, je vais utiliser pareil les flexbox, mais ce que je vais faire, c'est de mettre un flex direction à colonne. Pourquoi? Parce que si j'enlève ce flex direction colonne, eh bien en fait nos éléments seront par défaut alignés, vu que le flexbox prend par valeur par défaut de la propriété flex direction row. Donc si je mets flex direction row, nos éléments seront alignés. Par contre, si je lui dis de mettre en colonne, eh bien nos éléments seront en colonne, ça veut dire qu'ils seront empilés. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aligner nos items. Donc pour cela, on utilise la propriété align items à center. Si j'actualise, on a bien nos éléments qui sont centrés. Et enfin, pourquoi pas mettre une marge extérieure en haut de 100 pixels pour pouvoir espacer en fait notre section principale de notre header. Donc je vais mettre une marge top de 100 pixels. Voilà. Une fois qu'on a terminé avec notre section principale, on va donc déclarer cette fois-ci notre form group, c'est-à-dire notre input. Notre input et notre icône d'ailleurs. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un display flex et pareil, de mettre un flex direction à colonne pour les empiler. Donc j'actualise, on a bien notre input qui se place au-dessus de notre icône. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est de mettre une largeur par défaut à 40%. Pour ensuite, en fait, pouvoir mettre une largeur également à notre input, comme vous pouvez le voir ici. Donc on lui dit de mettre une largeur de 40% de notre section principale. Ça veut dire que notre div form group va prendre 40% de notre section principale. Ensuite, au niveau de notre input, par exemple, on va pouvoir lui mettre une largeur de 100%. Ça veut dire que notre input va prendre 100% cette fois-ci de notre form group, de notre div form group qui se trouve à l'intérieur de notre section principale. Alors, ce qu'on va également faire, ce que je vais faire, c'est déjà de mettre une margin top, c'est-à-dire une marge extérieure en haut de... je vais pas mettre. Voilà. Pourquoi ne pas laisser comme ça? Alors, ce que je vais faire, c'est pourquoi pas de mettre cette fois-ci, de modifier en fait notre input. Donc, pour cela, je déclare form group input. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement d'appliquer plusieurs propriétés. Donc déjà, je vais mettre un margin top de 20 pixels, voilà, pour le descendre de 20 pixels à partir du bord haut extérieur. Ensuite, une margin top de 15 pixels pour mettre en fait une marge intérieure à l'intérieur en fait de notre input de 15 pixels au niveau de tous les bords. Voilà, donc ça agrandit, si vous voulez, notre input. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est d'arrondir les bords. Donc pour cela, j'utilise la propriété border radius que je vais mettre, pourquoi pas, à 50 pixels. Si j'actualise, on a bien la propriété qui s'applique. Alors, je vais également modifier donc la taille de notre bordure. Je vais la mettre à 1 pixel. Je mets du solide et je vais également modifier sa couleur en D1, D1, D1. J'éclaircis juste sa couleur. Donc si j'actualise, regardez, on a bien notre bordure qui se stylise. Voilà. Donc regardez, en fait ici, quand je clique sur notre input, on a une bordure rouge, si vous avez remarqué, qui apparaît.
Donc pour enlever cette bordure, il suffit de mettre un outline none. Alors je ne sais pas pourquoi votre navigateur met une bordure, en fait un outline par défaut à block, si je ne me trompe pas. Donc si j'actualise, je clique dessus, oui. Donc je pense que le outline est par défaut à block, donc pour le désactiver, je pense qu'il faut mettre un none. Voilà. Donc si vous cliquez dessus, la petite astuce, c'est de mettre un none pour pouvoir enlever l'outline. Alors ensuite, je vais, comme je vous l'ai dit, mettre une largeur à 100%. Ça veut dire que notre input va prendre 100% de notre div form group. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de pourquoi pas mettre une ombre lorsque je place en fait mon curseur au-dessus de notre input. Donc pour cela, je vais redéclarer cette fois-ci notre form group input, mais comme je vous l'ai dit, on va venir ajouter la pseudo-classe over. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement d'appliquer une ombre. Alors cette ombre, je l'ai générée à partir d'un outil super qui s'appelle Shadow, si je ne me trompe pas. Alors excusez-moi, donc Shadow. Alors voilà, donc CSS-Matic Box Shadow. Donc vous allez sur le lien CSS-Matic, vous tapez CSS-Matic normalement sur Google, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais venir rechercher CSS-Matic. Oui, donc vous cliquez sur CSS-Matic et vous sélectionnez Box Shadow. Alors une fois sur cette page, ce que vous pouvez faire en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les ombres. Par exemple ici, si je veux placer une ombre juste là, ensuite j'augmente je modifie l'axe vertical, j'augmente la blur radius, ensuite j'augmente par exemple la spread radius, etc. Donc ici vous pouvez bien évidemment jouer sur toutes les ombres. Donc moi, pour éviter de perdre trop de temps, je vais copier juste le style CSS qu'on a appliqué dans notre projet final. Alors, il est où? Donc il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est de copier toutes les ombres, toutes les propriétés au niveau de nos ombres, et je vais les coller juste ici. Donc normalement, si j'actualise ma page et que je place mon curseur au niveau de notre input, ça devrait fonctionner. Alors ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement écrit admin au lieu de main. Donc si j'actualise ma page et que maintenant je place mon curseur au-dessus de notre input, regardez, on a bien les ombres qui apparaissent. Alors une fois qu'on a fini avec ça, alors ce que je vais faire aussi, c'est que pourquoi pas, lorsque je clique sur l'input et que je décale mon curseur cette fois-ci en dehors de notre input, pourquoi pas en fait laisser notre ombre en fait au niveau de notre input. Pour cela, en fait, je vais juste copier le code, c'est-à-dire main form group input over. Je vais mettre une virgule, je vais coller ce code, et ce que je vais faire, c'est de remplacer la pseudo-classe over en cette fois-ci focus. Donc maintenant, si j'actualise ma page et que si je place cette fois-ci mon curseur au-dessus et que j'appuie sur notre input, maintenant si je mets mon curseur hors de notre input, notre effet reste, nos ombres restent. Donc ça, c'est la propriété focus qui le permet. Maintenant, si j'enlève mon curseur de notre input, donc si je clique autre part, l'effet s'annule. Alors, une fois qu'on a terminé avec tous ces effets, donc toutes ces ombres, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de placer notre micro au niveau de notre input. Pour cela, on va déclarer notre balise principale, on va déclarer notre form group, on va déclarer notre label et notre icône. Alors là, ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, ici, je vous explique. Notre icône, notre balise i, rappelez-vous, en fait, FontAwesome nous génère automatiquement en fait une balise i. Ça correspond à l'icône. Notre balise i se trouve à l'intérieur de notre label. Voilà, dans notre fichier CSS, on déclare notre balise i qui se trouve à l'intérieur d'un label. Et donc ce label, ce label se trouve à l'intérieur de notre div form group. Rappelez-vous, ici notre div, notre boîte form group stocke notre icône, l'icône du micro, mais également notre balise input. Alors, comme je vous l'ai dit, cette icône se trouve à l'intérieur d'un label qui se trouve à l'intérieur de notre div form group. Et ce div form group, comme les autres éléments, se trouve à l'intérieur de notre section principale. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de mettre un float à right. Alors si j'actualise,
notre micro se place en fait au niveau du bord droit en fait de notre div forme groupe. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est déjà de modifier la taille de l'icône. Je vais la mettre à 20 pixels. J'utilise pour cela la propriété font size que je mets à 20 pixels. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de jouer en fait sur les marges. Donc par exemple, je vais remonter le micro au niveau de notre input. Pour cela, devinez quoi? On va juste venir en fait modifier, c'est-à-dire diminuer la margin top, c'est-à-dire la marge extérieure en haut de notre icône. Donc pour cela, par exemple, je vais la diminuer de 35 pixels. Si j'actualise, on a bien notre icône qui se place au-dessus de notre input. Alors ici, j'ai mis une margin top de moins 35 pixels. Ce que je vais faire aussi, c'est de diminuer la marge à droite pour en fait décaler notre icône vers la droite. Donc pour cela, je déclare ma propriété margin right à moins 15 pixels cette fois-ci. Donc si j'actualise ma page, regardez, on a bien notre icône, notre micro qui se place tout simplement au même niveau que notre input. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de jouer avec les positions relatives. Ce que vous pouvez faire également, c'est de mettre un curseur pointeur pour que lorsque je place mon curseur au-dessus de notre icône, il se modifie en un pointeur. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de modifier la couleur de cette icône. Par exemple, je vais utiliser du 5C, 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 qui est en fait un mélange de noir et de gris. Donc si j'actualise, on a bien la couleur qui s'applique correctement. Alors une fois qu'on a terminé avec notre micro, dernière étape, c'est de gérer nos boutons. Alors pour cela, dans notre fichier HTML, on va donc créer une nouvelle boîte en dessous de notre div form group que je vais appeler par exemple buttons. Et cette div va tout simplement stocker tous nos boutons. Alors à l'intérieur de cette div, on va créer un bouton que je vais appeler par exemple Google Search, voilà. Et on va venir en fait créer un autre bouton qu'on va appeler I'm feeling lucky. Voilà, je me sens chanceux. Donc si j'actualise, on a en fait les fameux logos de l'ancien Google. Si vous vous en rappelez, on avait des logos, des boutons comme ceci dans l'ancienne version, vraiment une très ancienne version de Google. Donc il n'y avait aucun style, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'appliquer des styles justement. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est déjà de déclarer notre div buttons qui stocke tous nos boutons. Alors ce que je vais faire, c'est de tout simplement mettre une marge top, donc une marge extérieure en haut de 40 pixels. Donc si j'actualise, on a bien une marge qui sépare notre bouton de notre div form group. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est en fait de mettre, de cette fois-ci, modifier tous nos boutons. Donc toutes les balises button qui se trouvent à l'intérieur de notre div buttons. Donc à l'intérieur, je vais appliquer certaines propriétés. Donc, notamment une marge intérieure de 10 pixels en haut et en bas, et une marge intérieure de 20 pixels à droite et à gauche. Donc si j'actualise, on a bien nos boutons qui s'agrandissent. Donc on a juste en fait appliqué des marges. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier la background color de notre bouton, de nos boutons. Pour cela, par exemple, je vais utiliser la couleur F0, F0, F0. Donc si j'actualise ma page, on a bien la background color, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan qui s'est modifiée. Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est d'enlever la bordure. Donc pour cela, j'utilise la propriété border que je mets à none. Donc si j'actualise ma page, comme ceci, la bordure s'est enlevée au niveau de chaque bouton. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est d'arrondir nos bords. Donc par exemple, je vais mettre un border radius à pourquoi pas 5 pixels. Voilà. Ici, on n'oublie pas le R. J'actualise et on a bien nos bords qui sont arrondis. Et donc, ce qu'on va faire aussi, c'est pourquoi pas augmenter la marge qui sépare nos deux boutons. Alors pour cela, ce qu'il suffit de faire, rappelez-vous, c'est de mettre une margin rate, comme pour nos onglets au niveau en fait de notre header. Ce qu'on fait, c'est de mettre une marge extérieure à droite de 10 pixels pour en fait éloigner nos deux boutons.
Et en fait ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton, regardez, comme pour notre input, on avait en fait une bordure rouge qui apparaissait. Donc, pareil pour notre bouton. Alors comme je vous l'ai dit, pour éviter cet effet, qui est en fait tout simplement de mettre un outline anon, qui était par défaut à bloc, si je m'en souviens bien. Donc si j'actualise ma page, on actualise, et maintenant si je clique sur chaque bouton, on n'a plus notre bordure rouge qui apparaît. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est pourquoi pas de modifier le curseur. On a un pointeur lorsque je place mon curseur au-dessus de nos boutons. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a bien donc notre page de Google, notre clone si vous voulez de Google, même si ça ressemble pas à Max, mais bon, ça ressemble à peu près à la page de Google. Et bien voilà, on a notre clone de Google qui s'affiche correctement avec donc notre header, notre compte, nos petits boutons qui se trouvent ici, notre logo, notre input avec ce petit effet assez sympathique lorsque je place mon curseur au-dessus de l'input. On a également ici donc nos boutons et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a une page assez sympa qui s'affiche correctement. Alors pour terminer, ce que je vous invite encore à faire, c'est vous abonner à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. Donc sur le compte Instagram, comme je vous l'ai dit, je publie régulièrement des conseils, des astuces et des tutoriels à propos du développement web. Et oui également, en fait, je vous partage en story quotidiennement des quiz pour vous entraîner dans le développement web.